Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On s'attaque aujourd'hui à une question complexe, souvent hyper polarisée, mais on va la décortiquer froidement, uniquement par les faits. La grande question, c'est comment l'extrême droite traite-t-elle réellement l'économie? Bonjour tout le monde. Alors le rôle ici, ça va être de s'assurer qu'on ne tombe jamais ni dans la caricature, ni dans la condescendance. On parle de mouvements politiques majeurs, oui, mais on parle surtout des lecteurs qui traversent des réalités matérielles vraiment difficiles. Exactement. L'objectif de ce décryptage, c'est d'aller fouiller tout au fond des contradictions économiques. Et comme d'habitude, l'intégralité de nos sources, on parle des rapports du CPI, des reportages de France Info, des données de la Brookings Institution ou des articles académiques. Tout est disponible juste en dessous dans la description. Bon, voici notre plan de vol. On va d'abord aborder la colère économique réelle, puis on passera au piège des droits douaniers, avant de comprendre comment l'immigration devient une causalité unique. Ensuite, on parlera du rôle clé de la fachosphère, de la distinction indispensable entre élite cynique et électeurs sincères, pour finir sur les vraies fractures de ce mouvement. On commence tout de suite avec la première étape, la colère économique réelle et la réalité matérielle des classes populaires. Le point de départ, absolument crucial, c'est d'ancrer notre analyse dans le quotidien, dans ce que vivent concrètement les classes populaires. Cette colère qui pousse vers des votes radicaux, elle ne sort pas de nulle part, elle est profondément matérielle. C'est clair. Et les chiffres de France Info l'illustrent de façon assez brutale. Prenez ce chiffre, 51%. C'est l'augmentation vertigineuse des bénéfices Total Energy sur un an. On parle de 5,8 milliards de dollars générés juste au premier trimestre. Et pendant ce temps-là, le prix du diesel à la pompe grimpait à 2,25 € le litre. C'est une contradiction empirique absolument massive. Mais c'est exactement ça. On demande des efforts constants à des travailleurs pour qui prendre la voiture, c'est pas un luxe, c'est littéralement la seule façon de survivre économiquement. Face à une telle asymétrie, les super profits en haut et les factures insoutenables en bas, on ne peut décemment pas balayer cette grogne d'un revers de main. Et ça se traduit par des mots très forts sur le terrain. Ce témoignage brut, recueilli par France Info, est frappant. C'est une chauffeuse de VTC qui explique être totalement asphyxiée par les coûts, au point d'envisager de changer de métier. Il faut aussi rappeler le contexte global. On a des tensions géopolitiques majeures, on a vu le baril de brut taper les 126 $ avec les craintes de blocage du détroit d'Ormuz. Franchement, l'inflation n'est pas un concept abstrait pour ces gens, c'est un vrai rouleau compresseur. La détresse est sincère et le besoin de solutions radicales devient presque une question de survie immédiate. Ce qui nous amène à la partie 2, le piège des droits douaniers, ou quand les promesses se fracassent sur les mathématiques. Face à cette urgence absolue, on nous propose quoi comme solution macroéconomique? Un exemple parfait, c'est la politique commerciale prévue par la seconde administration Trump pour 2025. D'un côté, on a une promesse séduisante, frapper le Mexique, le Canada et l'Europe avec des droits de douane de 25%. Le discours, c'est de dire on va taxer les étrangers pour protéger nos usines nationales. Sauf que de l'autre côté, l'analyse du CPI est sans appel et démonte ce mécanisme. Les droits de douane ne sont presque jamais payés par les pays qui exportent, mais bien par les importateurs sur place. Le résultat, c'est une taxe déguisée qui finit par coûter en moyenne 1 230 $ par an aux ménages américains. Et tous les économistes s'accordent là-dessus, ce sont justement les classes les plus modestes qui se prennent ce choc de plein fouet. Pourquoi? Parce que ces taxes sont répercutées directement sur les prix des biens de consommation courante, là, à la caisse du supermarché. Mais le pire, c'est que ça ne s'arrête même pas à l'inflation. Les données du Bureau of Labor Statistics américain montrent une perte sèche de 89 000 emplois dans le secteur manufacturier entre avril 2025 et février 2026. C'est littéralement l'opposé de l'objectif affiché. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question. Si cette politique frappe directement la base électorale qui a voté pour ça, on parle des artisans, des ouvriers et des petits commerçants, comment ça se fait que ce bloc ne s'effondre pas dans la seconde? Comment on maintient le soutien de ces gens quand les mathématiques s'acharnent contre eux? C'est tout le sujet de notre troisième partie, l'immigration comme causalité unique et la construction de ce cadre idéologique. La réponse à cette énorme contradiction se trouve dans la mécanique idéologique elle-même. Quand le récit économique se crache contre la réalité matérielle, la droite radicale ne refait pas ses calculs. Elle va rediriger la frustration vers un autre cadre d'explication, l'identité. Et pour bien saisir ça, il faut comprendre un concept comme l'organisme. C'est cette idée, très ancrée à l'extrême droite, que la nation fonctionne comme un corps biologique. En gros, la nation est vue comme un organisme vivant qu'il faudrait absolument protéger contre une maladie globale, la décadence, et surtout contre des agents pathogènes qui viendraient de l'extérieur. Dans ce schéma mental, l'étranger n'est plus du tout un acteur économique, c'est une infection. C'est très violent comme analogie, mais c'est ça qui structure toute leur vision du monde. Et ça montre de manière assez brillante comment toute la complexité du réel est gommée. Une note de la grande conversation l'explique très bien. Les problèmes économiques ne disparaissent pas du discours, mais ils sont systématiquement et exclusivement attribués à une cause unique. Le chômage, c'est la faute de l'immigré. Les bas salaires,
c'est le travailleur détaché. Les déficits publics, c'est l'assistanat. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si on veut que ce genre d'analyse sourcée continue d'exister face au bruit ambiant, pensez à vous abonner à la chaîne Ça mérite d'être su, activez la petite cloche, likez et partagez. C'est naturel et ça aide énormément. Merci pour le rappel. Donc, on le voit bien, la variable migratoire vient totalement remplacer la politique économique. Et logiquement, en face, la seule et unique proposition politique forte devient la suppression pure et simple des flux légaux et l'arrêt des politiques d'intégration. C'est un cadre d'explication factuellement très contestable, on l'a vu avec les chiffres, mais qui, en interne, possède une cohérence redoutable. On passe à la 4e partie, le rôle de la fachosphère, ce vaste écosystème médiatique alternatif. Pour qu'un tel discours tienne debout malgré les faits, il faut une courroie de transmission en béton armé. Et cette courroie, c'est l'écosystème médiatique d'extrême droite en ligne. Si on regarde l'historique sur Wikipédia, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout nouveau. Ça a commencé dès les années 80 avec les vieux réseaux BBS racistes aux États-Unis. Ensuite, dans les années 2010, ça a explosé avec la culture des forums et les mèmes. Vous avez sûrement en tête Pepe the Frog. Tout à fait. Pour aboutir aujourd'hui, dans les années 2020, à un véritable écosystème de réinformation. C'est devenu ultra structuré, indépendant, et ça produit son propre contenu de A à Z. C'est une infrastructure médiatique complète, bâtie sur mesure précisément pour contourner la presse traditionnelle et rendre les fact-checking classiques complètement inopérants. Et les chercheurs ont très bien documenté ces tactiques. L'étape 1, c'est le flooding. On inonde l'espace numérique d'informations pour saturer l'attention. L'étape 2, c'est l'enrobage, masquer la radicalité de l'idéologie derrière un humour très corrosif ou des codes cryptés pour avoir l'air inoffensif. Et l'étape 3, c'est de loin la plus décisive pour notre sujet, le filtre. Cet écosystème en ligne agit comme un bouclier cognitif pour les militants. Si les fameux tarifs douaniers de Trump font perdre des emplois dans une usine ou font exploser l'inflation locale, eh bien cet espace médiatique ne va tout simplement pas en parler. Il va constamment, inlassablement, ramener l'attention sur des faits divers, sur l'identité ou sur l'immigration. Ce qui nous amène à la 5e partie. Élite cynique et électeurs sincères, l'importance vitale de distinguer la stratégie de la détresse. Là, on doit vraiment faire attention à un truc. Il ne faut surtout pas tomber dans une forme de mépris de classe. Dire que cet écosystème filtre la réalité, ça ne veut absolument pas dire que les électeurs sont idiots ou qu'ils se font laver le cerveau. Il est impératif de séparer la stratégie très calculée des dirigeants de la véritable détresse de la base populaire. C'est même une distinction fondamentale si on veut comprendre la mécanique de ces mouvements. Dans ce tableau, c'est très clair. D'un côté, on a les entrepreneurs politiques, les cadres, les influenceurs. Eux, ils ont très souvent conscience que leurs politiques économiques se contredisent, mais ils maintiennent le récit identitaire par pur cynisme stratégique. Et de l'autre côté, on a les électeurs ordinaires. Oui, et pour ces électeurs-là, la détresse est bien réelle, on l'a démontré. Leur vote n'est pas forcément un déni des faits. C'est souvent un pari psychologique sur l'avenir. Ils savent très bien que la situation économique est dure en ce moment, mais ils misent sur une promesse de redressement global, qu'il soit identitaire ou sécuritaire. Un super exemple, c'est ce reportage de France Info réalisé en Géorgie. On y entend Tony, 70 ans, l'inflation explose sous ses yeux, son carburant prend 30% d'augmentation à cause des conflits à l'étranger, et pourtant il déclare « Je suis d'accord avec le président, il fait ce qu'il peut, ça marche ». C'est fascinant parce qu'il accepte cette souffrance immédiate à la pompe. Pourquoi ? Parce qu'il perçoit une victoire stratégique ailleurs. Pour lui, c'est le prix à payer pour affaiblir les adversaires géopolitiques de l'Amérique. On voit bien qu'il y a une rationalité derrière ce sacrifice. Ce n'est pas de la cécité face à l'économie, c'est une hiérarchisation stricte des priorités. L'idée de la nation devient plus forte que le portefeuille. Et on aborde la 6e et dernière partie avant de conclure. Les fractures du mouvement. Quand la réalité matérielle finit par résister. Parce que oui, ce consensus a quand même ses limites. Le bouclier idéologique n'est pas invincible. Il y a des moments où le mur de la réalité matérielle est juste trop haut à franchir. Les données de la Brookings Institution sont super intéressantes là-dessus. Elles montrent que ce bloc électoral n'est pas du tout hypnotisé. Au sein même de cet électorat, 53% des sondés perçoivent l'économie comme étant en dégradation, seulement 27% la trouvent bonne. Ce qui prouve bien que la dissonance cognitive s'arrête quelque part. Les gens la ressentent, la douleur économique, et ils n'hésitent pas à le déclarer aux sondeurs. La fidélité idéologique, c'est bien beau, mais elle repose sur un fil qui se tend de plus en plus au fur et à mesure que le frigo se vide. Et ces fractures, on les observe très concrètement sur le terrain politique. Regardez les visas H-1B aux États-Unis. C'est un excellent révélateur. La base électorale trumpiste exige qu'on les supprime pour protéger l'emploi local. Sauf qu'en même temps, les alliés milliardaires de Trump, dans la tech, comme Elon Musk par exemple, en ont désespérément besoin pour faire tourner leur boîte. Exactement. Et cette même ligne de rupture s'observe avec le coût faramineux des guerres commerciales ou des blocages douaniers. À un moment, ça finit par exaspérer toute une frange de la droite libertarienne ou même rurale. Quand votre politique identitaire commence à ruiner l'agriculteur du coin ou bloque le business local, le grand récit unificateur commence à sérieusement se fissurer. Et on arrive à la conclusion.
C'est l'heure de la synthèse de notre analyse. Rassemblons les pièces de cet immense puzzle, depuis les paradoxes des taxes douanières jusqu'à la psychologie profonde des électeurs. Qu'est-ce qu'on doit en retenir factuellement et sans la moindre concession? 3 points très stricts. Point 1, l'extrême droite ne résout pas la complexité économique, elle se contente de la contourner en faisant de l'immigration et de l'identité l'unique clé de lecture de la société. Point 2, ce glissement d'un sujet à l'autre est orchestré de manière totalement consciente et très cynique par des élites dirigeantes et un écosystème médiatique dont le but est de masquer leurs propres échecs mathématiques. Et enfin, point 3, il ne faut absolument jamais confondre cette manipulation au sommet avec les raisons qui poussent la base à voter. Ces électeurs expriment une colère matérielle bien réelle face à l'inflation et au déclin industriel. C'est une colère légitime qui exige d'être traitée sur le terrain concret des faits et surtout pas par le mépris ou la condescendance. On vous laisse avec cette question, celle qui va tout déterminer. La gravité de la crise économique finira-t-elle un jour par l'emporter sur la puissance de ce récit identitaire? Franchement, la trajectoire politique des prochaines années dépend presque entièrement de cette réponse. Avant de se quitter, un immense merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Le lien est d'ailleurs dans la description, ça nous permet de financer ces analyses poussées. Pour nous aider, on vous rappelle qu'un abonnement, un like et un partage de ce décryptage, c'est indispensable pour la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour plonger ensemble au cœur des faits.